Rien n'est plus vide qu'une âme encombrée. Gustave Thibon. Ce qui est marquant dans cette phrase d'entrée de jeu, c'est qu'on pourrait dire que rien n'est plus riche qu'une phrase qui ne s'encombre pas. C'est une phrase toute simple et qui pourtant donne énormément déjà à penser. Et ça me fait penser en effet, à l'image du récipient qui ne sera riche de tout ce qui lui viendra de l'extérieur que s'il n'est pas déjà plein de lui-même, que s'il s'est creusé. Et souvent, je dis à mes élèves d'ailleurs que dans la vie, et mes étudiants qui préparent un concours, je leur dis soit le concours, vous l'aurez comme ça, mais ce que vous aurez comme ça, c'est toujours en même temps un stress, une force comme ça dont vous êtes captif, soit vous l'aurez comme ça. C'est-à-dire qu'évidemment, il faudra travailler, il faudra se saisir de tout ce que vous recevrez, mais au fond, l'idée, c'est qu'on a une vie bien plus ample si elle s'offre main ouverte que poing fermé. Martin Stephens, bonjour. Bonjour. J'ai envie de vous présenter rapidement. Vous êtes né en 77 à Metz, en Moselle. Vous êtes né au milieu de 4 sœurs. Vous êtes le 3e de cette grande fratrie. Et vous êtes resté dans cette région. Aujourd'hui, vous vivez à Strasbourg, en famille, dans un quartier populaire, avec vos 4 enfants et votre épouse. Vous êtes professeur de philosophie agrégé. Vous avez enseigné à peu près 20 ans. Et maintenant, vous êtes professeur en Cagne, à Strasbourg. Et vous êtes l'auteur de nombreux essais extrêmement divergents, enfin distincts, disparates, disons, mais des essais de philosophie qui ont tous trouvé un public. Et donc, c'est comme si vous aviez créé une petite communauté de réflexion dans votre lectorat. Alors, j'ai envie d'en citer quelques-uns. Il y a tous ceux qui tournent autour de la pensée de Simone Weil, la philosophe française, Nietzsche, évidemment. Vous avez travaillé aussi sur Dieu après la peur, faire face, petit traité de la joie, et puis l'amour vrai, c'est la grande question de nos vies à chaque fois. Et là, vous récidivez avec ce qui nous fait humains. C'est publié chez Desclés de Brouwer. C'est un essai passionnant qui parle, si je dois le résumer en quelques mots maladroits, qui parle de cette infatigable relation qu'on a avec l'autre, avec autrui, qui nous sollicite et qui nous éprouve et qui devient une épreuve. Comment rentrer dans ce dialogue-là au bon niveau pour que ce ne soit pas seulement une lutte à mort de 2 personnes. Voilà, je sais que vous aurez beaucoup de choses à redire à cette définition. Super, ouais, tout à fait. Ça, c'est votre côté prof encourageant. Voilà. Mais vous avez le droit de dire que ce n'est pas tout à fait ça. Mais on va en parler de toutes les façons. J'ai envie de vous poser quelques petites questions. Vous savez, dans notre émission, on commence par un questionnaire. Et je voudrais savoir si vous avez eu, Martin Stephens, une enfance de philosophe ou une enfance, au contraire, très légère, sans pensée particulière. Peut-être qu'on peut avoir une enfance légère et de philosophe, mais en effet, c'était ma maman, elle m'a souvent dit, en voyant le regard perdu de tel ou tel de mes enfants qui étaient dans leurs pensées, elle me disait « tu étais pareil, parfois tu t'arrêtais et puis tu étais pensif et penseur, on n'est jamais loin l'un de l'autre. » Et puis assez contemplatif, et puis je pense, là encore, je vois un peu l'effet sur mes propres enfants, très sensibles aux enjeux, et puis dans une famille nombreuse, il n'en manque jamais des enjeux, des souffrances, et ça m'a donné peut-être, et c'est peut-être mes premières amours en philosophie, c'est par exemple la philosophie tragique de Nietzsche, ça m'a donné un certain sens du fait que le meilleur moyen d'affronter un problème, c'est de le vivre et de le traverser. Et on était aussi une famille où à temps et contre-temps, il y avait beaucoup de fou rire à table, et parfois au moments les plus critiques, quand on avait l'impression que plus rien n'allait, il restait toujours la possibilité de le vivre ensemble et d'en rire. Et donc c'était un antidote, c'était quand vous dites à contre-temps, c'est-à-dire que c'était... Oui, comme un réflexe de survie, et comme si, c'est pour ça que ça m'a intéressé aussi le phénomène de la joie qui n'attend jamais que toutes les conditions soient réunies pour apparaître, contrairement au bonheur qui est finalement la somme des cases qu'on peut cocher pour dire j'y suis arrivé et tout compte fait, la vie vaut d'être vécue. La joie, elle survient, elle surgit, elle a quelque chose d'impoli, elle a quelque chose du petit enfant qui veut monter sur nos genoux. Et dans un fou rire, ce qui est rigolo, c'est qu'alors même qu'on voudrait rester sérieux, on est pris. Et alors même que la chose devrait être grave et adulte, eh bien, il y a l'enfant qui ressurgit.
Et justement, est-ce que la philosophie est liée à cet esprit d'étonnement d'enfance, quand même, qu'il faut garder? Ah, mais complètement. Je pense que la philosophie, qui est chose sérieuse et qu'on enseigne à l'université, mais son geste, en fait, qu'est-ce que c'est que le geste de la philosophie? C'est un geste de recul qui ne craint pas, qui ne croit pas que derrière, il y a le néant, qui croit que derrière les murs de la cité, pour penser ce que c'est une cité, derrière les murs de la mort, pour penser ce que c'est qu'avoir à mourir, etc. Eh bien, là, on peut se tenir sans s'abîmer. Et donc, alors on tient peut-être en joueur ou en funambule, on tient tant qu'on continue le jeu de la philosophie, mais je crois qu'il y a quelque chose d'enfantin dans la philosophie. Donc, c'est pas imprégné d'une gravité, justement? Non, je crois pas. Je crois que c'est étonnant, mais c'est vrai que Heidegger, il disait que entrer en philosophie, c'est aggraver notre expérience du monde, mais aussi insistait-il beaucoup, comme je dis un peu dans le livre, sur le fait que nous avons été jetés dans l'existence et que nous y sommes comme abandonnés. Et je crois qu'au contraire, une philosophie honnête avec ce que nous avons d'abord vécu, eh bien, c'est une philosophie au contraire de la confiance. Nous avons d'abord été confiés aux soins d'une autre, déjà dès le ventre, et puis de quelques autres qui ont fait que ce passage du ventre au plein jour ne soit pas un passage mortel. Et donc nous avons été accompagnés, et je crois que nous avons été portés. Et la philosophie, finalement, dans la confiance qu'elle fait, par exemple, dans les mots, finalement, être un philosophe, c'est se dire que la sagesse est là, à même les mots, et qu'on peut s'appuyer sur eux. Eh bien, dans la philosophie, il y a quelque chose d'une confiance première et qui permet toutes les audaces, toutes les questions. Ce livre, pourtant, Ce qui nous fait humains, c'est un livre qui est teinté d'une certaine gravité. On sent qu'il y a quelque chose comme un cri de votre intelligence à l'égard de l'époque actuelle qui semble désigner cette époque comme une époque où on a perdu un lien souterrain qui unissait l'homme avec son semblable. Et vous avez semblé dire dans ces pages, et surtout au début, dans tout ce développement premier de votre thèse, c'est vraiment qu'on a quelque chose dans le fait de sentir sa force par rapport à un plus faible que soi, quelque chose qui nous donne une illusion de notre solidité, de notre dignité d'homme. Et donc je sens que dans ce que vous me dites sur la joie, etc., on est en décalage avec ce livre actuel. Est-ce qu'en ce moment vous êtes particulièrement, grave? En fait, oui, mais précisément la philosophie, je pense qu'elle peut aller à ce degré de pénétration du mystère du mal, parce qu'elle sait que le geste même de la pensée, déjà, nous permet de nous libérer vis-à-vis des mécanismes. Voilà, c'est un livre qui commence sur la nuit. Ouais, voilà, c'est ça. Qui commence sur la nuit, sur le rêve que nous faisons et qui est le cauchemar de ceux qui ne font pas partie de ce rêve, et qui, en effet, ce rêve consiste dans le fait d'appuyer son humanité sur la tête d'un autre. On se sent d'autant plus humain qu'on relègue hors de l'humanité, dans l'animalité, un grand nombre de vous avez dit le mot, de nos semblables. De ceux qui, semblables, j'ai regardé l'étymologie là ce matin en pensant à notre entretien. Semblable, en fait, ça veut dire, ABLE, c'est able, c'est ce qui peut, et semel, de semblable, c'est qui peut être un, avec qui on peut avoir une unité. Et en fait, le semblable, c'est celui qui se propose à nous comme étant des nôtres, comme étant le même que moi. Et précisément, un des gestes de l'humanité, c'est de distinguer l'homme de l'animal pour reléguer hors de l'humanité, dans l'animalité, un grand nombre de nos semblables. C'est grave comme problème. C'est d'autant plus grave qu'aujourd'hui, on a les moyens même d'exterminer nos semblables en appuyant sur des boutons. On a les moyens on a les moyens, en effet, des moyens génocidaires extraordinaires. Et donc, j'ai été dans cette nuit-là, mais là encore, et c'est un livre qui finit sur le jour, on ne va pas dans cette nuit-là quelque part pour s'y abîmer. On va dans cette nuit-là parce qu'il faut y aller et parce qu'on est à peu près certain que il y a une lumière. Voilà, il y a une lumière, exactement. Vous la traversez cette nuit. Vous la traversez avec nous parce que c'est un livre extrêmement didactique, ça je reconnais vos talents de pédagogue, et on y entre à la suite, dans le sillage d'une pensée qui vous précède, qui est celle de Giorgio Agamben, qui est un philosophe vivant aujourd'hui. Oui, tout italien, à fait. Oui. Qui vous écrit à la fin une lettre pour vous féliciter, vous remercier d'avoir si bien compris sa pensée. Est-ce que dans votre compagnonnage intellectuel, finalement, vous vous appuyez aussi toujours sur la pensée d'un autre? Ça fait partie de cette démarche?
Oui, tout à fait. Oui, je pense que on a des compagnons, ceux avec qui, le copain, le compagnon, c'est celui avec qui on partage du pain. Et c'est vrai que le pain philosophique, c'est ce qui m'a marqué. J'ai commencé mes études de philosophie après des études de lettres modernes. Et même dans mes études de philosophie, j'ai pas d'abord eu des professeurs extraordinaires, mais j'ai eu des camarades avec qui j'entrais en dialogue. Et c'était puissant, c'était revigorant. Et j'ai compris que si Platon a commencé la philosophie en écrivant des dialogues, eh bien c'est qu'on ne philosophe jamais tout seul. On est accompagné. Et c'est vrai que là, carrément, je fais un usage, et le mot d'usage, il tient au cœur de Giorgio Agamben parce que c'est un concept franciscain, l'usage pauvre des choses, qui consiste non pas à utiliser les choses. Quand vous utilisez quelque chose, vous finissez par être utilisé par elle, exactement. C'est ce geste-là. Voilà. Et usage, c'est quoi? C'est un frottement? Usage, c'est la possibilité de prendre la chose et de la reposer. C'est toujours avoir cette liberté qui fait que, précisément, on est là encore dans un dialogue, on laisse la chose libre du rapport qu'on a à elle, et par là, et voilà, au fond, la pensée de Giorgio Agamben est bien différente de la mienne, vraiment, et pourtant, prendre ces concepts, en faire usage pour ce qui me semble être décisif et important de dire aujourd'hui, voilà, c'est ce qui est possible quand on ne veut pas philosopher tout seul, enfermé dans son poêle, comme le faisait Descartes. Est-ce qu'on peut être aujourd'hui philosophe avec un portable dans la poche, des intrusions extérieures permanentes? Est-ce qu'il est possible de dérouler une pensée, de ce compagnonnage intellectuel avec un autre, vivant ou mort? Est-ce qu'il est possible aujourd'hui, avec les outils numériques qui passent leur temps à court-circuiter cette continuité? C'est une bonne question. C'est vrai que c'est un défi supplémentaire, sauf que le philosophe, parfois on me dit « mais comment tu fais pour écrire tant de livres ?» En fait, mais en fait, c'est que c'est facile, c'est que pour un philosophe, tout est matière à penser, comme on dit, matière à penser. C'est-à-dire, même le fait d'être court-circuité peut devenir une interrogation, l'objet d'une pensée. La pub abrite-t-elle? Alors après, mais voilà. En fait, surgit au milieu de Nietzsche. Mais c'est terrible. Moi, à un moment donné, je ne peux plus me promener en ville parce que chaque publicité, chaque slogan, chaque jeu de mots de coiffeur me mettent dans des abîmes de pensée. Et à un moment donné, la nature ou les enfants qui ont une parole, mais qui ont une parole comme ça, qui ressemble un peu à l'efflorescence qu'on voit dans les forêts. La pensée d'un enfant, c'est le vol d'un oiseau, quoi. Ah, qu'est-ce que c'est reposant. Et donc, parce que ça s'adresse à vous sans exactement vous adresser à vous, un enfant, ça vous fait entrer dans son monde, un peu comme oui, un écureuil de passage ou que sais-je. Donc, de temps en temps, je me repose de la ville, de ce milieu urbain trop urbain, pour paraphraser Nietzsche qui parlait de l'humain trop humain. Mais c'est vrai qu'un philosophe, donc de nos jours, c'est difficile sans doute de philosopher, peut-être que ça l'a toujours été, et en même temps... Quel défi! Ouais. Oui, et puis voilà, et l'acte philosophique, il peut être tout le temps, on peut l'emporter avec soi. Vous allez venir avec moi, vous savez, il y a Robert Louis Stevenson dit quelque chose à propos de l'écureuil. Là, vous voyez, vous faites une association d'idées. Il dit justement, penser, c'est grimper à la suite d'un écureuil en haut d'un arbre pour apercevoir avec lui la cime et le ciel. Magnifique. Venez avec moi. Martin Stephens, vous êtes prof de philosophie en Cagne à Strasbourg. Je suis très heureuse de vous recevoir. J'ai envie de vous poser une première question. Est-ce que, selon vous, il y a une tradition philosophique particulière en France? Je pense qu'il y a quelque chose d'un geste spécifiquement français qu'on pourrait distinguer peut-être des Anglais qui ont toujours été empiristes et un peu utilitaristes dans leur manière de penser. Et des Allemands. Et surtout, la distinction avec les Allemands, c'est que la philosophie allemande, elle va partir de la négation, de la contradiction, du fait que nous sommes en situation d'affrontement toujours, et que la géniale philosophie de Hegel dit je ne peux m'opposer moi qu'en me donnant mon autre qui s'oppose à moi, etc. Et il y a le dépassement dialectique, la Aufhebung d'Hegel. Et c'est très beau. Et en même temps, la philosophie française, au risque d'une certaine naïveté, elle se tient dans quelque chose, non pas naïf, mais natif, au sens où la philosophie française pose que l'affirmation originaire. Il y a un article de Paul Ricoeur que je conseille à tout le monde qui s'appelle « Négation et affirmation originaire ». Il dit pas directement, je crois, que la négation est allemande, mais
quand même, il y a quelque chose comme ça. C'est quoi l'affirmation originaire? C'est que la philosophie française, on voit ça avec le spiritualisme français, Ravesson, Maine de Biran, Bergson, pose un oui qui nous vient de plus loin que nous et auquel nous pouvons participer. Et j'aime bien dire, il faut avoir le sens de la vie, non pas comme un mode d'emploi, mais comme on a le sens du rythme ou le sens de la mélodie, c'est-à-dire avoir le sens du rythme, le rythme nous précède et on l'épouse. La philosophie de Bergson, il y a un élan vital qui nous précède et on l'épouse. Et c'est pour ça que c'est une philosophie aussi qui souvent n'a pas eu de problème à être catholique même, au sens où le don de Dieu nous vient de tellement loin qu'on peut pas le comprendre, mais qu'on peut en prendre la mesure et en prendre le rythme. Oui. Est-ce lié à la beauté de notre pays? Ah, peut-être. Oui, je pose une question hyper chevine. Ouais. Alors, l'Allemagne, pour habiter tout près de l'Allemagne, a des beautés extraordinaires aussi, et a même du bon vin, le vin de Moselle. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose, peut-être. Alors après, il faudrait voir, il y a plusieurs paysages chez nous. Ce livre s'appuie sur la pensée de Giorgio Agamben. Et je pense qu'en Italien. Voilà, en plus, il y a quelque chose de la Méditerranée. Ce qui était très rigolo, c'est que Giorgio Agamben rencontrait Heidegger, quand il avait, je crois, 19 ans, au séminaire du Thor qui était organisé dans ce petit village de Provence par René Char. Et d'ailleurs, il y a une conversion de la forêt noire heideggerienne au ciel bleu de la Méditerranée. Je crois que Heidegger, ça lui a beaucoup apporté de suivre son ami René Char et de se laisser dire ce ciel-là, mais aussi avec une rigueur, une rugueur, j'allais dire, du paysage provençal. Vous avez l'air de parler d'une dilatation de l'oreille, du cœur, de l'esprit, que les Français seraient plus enclins à finalement à lâcher prise pour laisser venir une pensée, disons, plus large. Je ne veux pas dire que c'est mieux ou moins bien, je pense à cette spécificité française. Je me demande si justement Gustave Thibon, dont on parlait au début de notre entretien, n'est pas de ces philosophes-là qui finalement ont travaillé la Terre, ont pensé la Terre qu'ils travaillaient, ont réussi à la théoriser, mais de façon extrêmement, dans ce mouvement vivant de lien avec l'organique en eux. Oui, il y a quelque chose, on pourrait dire, en effet, il ne faut même pas hiérarchiser. La largeur ou la largesse du geste allemand, ça va être de faire droit au conflit au sein de mon existence, à ce que Hegel appelle la dialectique. La largeur ou la largesse du geste français, c'est en effet peut-être... une fois, je m'intéressais à cette voix grammaticale qui est passionnante, qui est la voix moyenne. La voix moyenne, c'est ni la voix active, ni la voix passive. La voix active, je mange. La voix passive, je suis mangé. Je ne sais pas si je suis une souris. La voix moyenne, c'est, par exemple, naître. À la fois, c'est mon geste. C'est pas moi. On peut, si c'est quelqu'un d'autre qui naît que moi, c'est pas moi qui naît. Donc, c'est à la fois mon fait actif et à la fois, comme on dit, je suis né. C'est quelque chose qu'on reçoit. Vivre aussi, quand on dit il faut vivre cette épreuve, c'est à la fois nous, actifs, et à la fois, ça veut dire qu'on va la laisser nous transformer. Et je crois que vous parlez de l'agriculture, le propre précisément du geste agricole, c'est à la fois de planter, et ça c'est actif, et d'attendre, de laisser faire, de savoir que la vie est plus grande que notre geste. D'ailleurs, l'agriculture pourrait aller mal quand elle veut, de façon productive, être tout de A à Z, et on finit par s'épuiser et épuiser les sols. C'est intéressant parce que je fais un lien avec ce que vous disiez tout à l'heure. En fait, vous ne dites qu'une seule et même chose, c'est qu'à un moment donné, il faut cette confiance dans ce qui nous attend, dans ce qui va advenir, pour pouvoir vraiment penser de façon authentique et au plus neuf, au plus près de la tabula rasa. C'est ça, non, un peu? Parce que vous avez l'air de sembler dire que la pensée ne peut se dérouler qu'à condition qu'on n'ait pas peur de l'endroit où on va sombrer si on la pense, si on pense ce concept. Il faut le penser jusqu'au bout, jusqu'au plus absurde. C'est ça? Oui, c'est-à-dire que c'est un peu le saut de la foi, quoi. Dans ce pas dans le vide, en réalité, un sol va nous être redonné. Et c'est vrai que c'est une confiance, là encore on peut habiter les mots parce que c'est passionnant, la confiance c'est à la fois un acte, et on l'entend à NCE, c'est un participe présent dont on a fait un nom, et à la fois c'est l'acte de se remettre à un autre, l'acte, et j'aime bien dire, voilà, nous sommes nés par la confiance, puisque, mine de rien, on s'est laissé faire, et nous finirons aussi par ce geste où nous lâcherons tout,
ou pour avoir travaillé, accompagné des gens et des infirmières en soins palliatifs, des médecins en oncologie, sur ces personnes qui mettent du temps à partir, alors que tout sur le papier dit elle devrait être morte, mais il y a un truc qui résiste, il y a un truc qu'on n'arrive pas à lâcher, et tout à coup, en général, c'est un pardon qui se donne, une réconciliation ou un petit détail. Et tout à coup, il y a ce geste de confiance qui fait que même peut-être notre dernier soupir est un acquiescement. Est un acquiescement, exactement, un consentement. Ouais. Étonnant, parce que vous avez écrit un livre au moment où on portait tous des masques, en 2021, un livre qui s'appelait « Faire face », où vous interrogiez justement ce que l'autre devenait dans ce tête-à-tête masqué. Et la concomitance avec cette loi sur la fin de vie m'interroge. Est-ce que le philosophe que vous êtes peut penser ces deux choses ensemble? Est-ce que cette façon qu'on a eue de se protéger ou de protéger nos aînés pour ne pas qu'ils meurent à cause de nous, de se contaminer mutuellement, a un lien, à votre avis, avec cette proposition de loi qui est en cours d'examen en première lecture au Sénat sur faut-il pouvoir se donner la mort avec l'aval des médecins? Je pense que la question, il faut pratiquement la poser à un niveau de profondeur qui est celle de la métaphysique. Le livre s'appelle « Une métaphysique des marges ». Et dire métaphysique, ça peut faire peur, mais dire métaphysique, ça veut dire que ça touche non pas à l'opinion personnelle, non pas même aux faits de société, mais à quelque chose qui concerne tous les hommes, parce que c'est universel, que ça nous précède de très loin. Et là, on pourrait presque résumer ça par la seule phrase que les évangélistes citent 6 fois de Jésus, qui veut conserver sa vie, la perd. Et je crois qu'on est dans des temps, aussi dans une société un peu vieillissante, où on pense que si on va conserver notre vie, alors on pourrait dire, mais la loi de la fin de vie, mais essayer de se protéger même de la mort en faisant une des options parmi d'autres de la vie. Or, la mort, c'est le tout autre. Mais comme l'enfant qui naît est le tout autre, comme nous-mêmes, nous avons été notre tout autre, puisque nul n'a reçu la vie en la demandant, en faisant l'objet d'une liste des choses à faire. Et donc, au fond, j'aime bien distinguer comme ça nos projets. C'est très bien d'avoir des projets dans la vie. Et il y a les projectiles. Et les projectiles, c'est ce qui viennent dévier nos projets, peut-être les mener plus loin. Mais de toute façon, ce qui est vrai, c'est le projectile, puisque nous-mêmes, nous sommes un projectile. Comme je vous ai dit, naître n'était pas notre projet personnel. Donc nous sommes pris dans cet événement de la vie. Notre avènement est un événement. Et au fond, naissance et mort se ressemblent. Et il y a aussi l'avènement de notre mort. Et mettre pas trop de loi là-dessus. La loi Leonetti, elle est intéressante parce que c'est une loi qui disait que la loi ne peut pas tout dire. C'est une loi qui forçait les gens à entrer en dialogue et à affronter le mystère de notre mortalité. La mort n'est pas un problème à résoudre. La mort est un mystère, notre mortalité est un mystère à arpenter ensemble. Il y aura forcément des larmes et ça n'est pas un des projets de notre vie. Je le crois. Et surtout, alors on pourrait dire, mais en fait, surtout, cette mentalité en effet de la protection, de l'immunisation de l'autre et tout, c'est une mentalité qui, à mon avis, peut nous coûter cher, même économiquement, socialement, politiquement, si on la laisse se déployer trop loin. Vous diriez, Martin Stephens, que ça viendrait attaquer ce tissu de solidarité, de communauté que vous semblez décrire dans ce qui fait qu'on est avec nos semblables, dans l'humanité? Oui, je pense qu'il y a une logique assez mortifère. C'est vrai, dont le masque sanitaire, même porté en plein air, voilà. Devant la mer. Devant la mer, voilà. J'ai croisé une fois un maire qui disait qu'il avait appelé les gendarmes parce qu'une petite dame, et qu'il le regrettait amèrement, une petite dame se promenait sans masque et un peu au-delà de 18 heures. Et sur le bord de la plage. Et sur le bord d'une plage déserte. Et donc, en effet, cette sécurisation de nos existences peut devenir en fait notre pire ennemi. En fait, ce qui est incroyable, c'est que de l'autre côté, vous avez parlé de la fin de vie, en fait, moi je viens d'un pays qui s'appelle les 3 frontières, parce qu'il y a la France, et puis il y a le Luxembourg, la Belgique, l'Allemagne. Il y a 3 frontières de la vie. La vie qui vient, l'enfant, et on peut se protéger des enfants à venir, ou on peut les protéger pour leur propre bien-être, on peut les empêcher de naître par peur qu'ils souffrent. Il y a la frontière aussi nationale, la nation, qu'est-ce que c'est? C'est l'autorisation à ce que notre empathie s'arrête au-delà d'une certaine limite spatiale. Et puis il y a la frontière de la mort. Et je crois qu'au contraire, laisser la question de notre propre mortalité nous embêter, laisser la question
du migrant qui vient nous dire « mais qu'est-ce que tu as à m'offrir au juste ? Si tu m'accueilles, c'est quoi ? Non, non, c'est rien, je vais juste me protéger de toi et pour ne pas, au fond, t'infliger ces sécurités dans lesquelles je suis moi-même en train de mourir. » Ah, pour vous, le migrant, il est finalement chanceux de ne pas être, de ne pas être issu de cette société extrêmement verrouillée que nous avons. Je ne sais pas s'il est chanceux. En tout cas, ce que je voudrais... Oui. Je comprends ce que vous dites, mais je trouve que c'est intéressant si on va au bout de cette idée. Pour vous, il apporte aussi cet inconfort. La figure du migrant, la figure de l'autre, de celui qu'on n'a pas choisi, apporte un inconfort qui est stimulant pour notre pensée, pour ce qu'on veut vivre. C'est de ça dont vous parlez. En fait, il nous demande, mais un peu comme quand on a un enfant, qui sont un peu des migrants existentiels, quand on a un enfant, il nous demande sans nous demander, mais au fond, qui es-tu ? C'est peut-être la première fois qu'on nous pose à ce degré de profondeur la question « qui es-tu ?» C'est-à-dire, en fait, parce que c'est la même question, « que vas-tu me donner ?» Et au fond, simplement dire non, alors, par exemple, non, pas de migrants, en fait, c'est juste dire, mais en fait, on ne sait absolument plus qui nous sommes. C'est vrai que dans le livre, je cite la règle de Saint Benoît sur l'accueil du tout venant. Inconditionnel. Voilà, inconditionnel, et qui est à la fois un accueil, mais qui est un accueil au sein de la communauté, donc inconditionnel. Et puis après, si la personne veut rester, eh bien, c'est la participation à une vie, mais il y a cet amour de notre trésor tel qu'on peut le donner. Simplement dire non, alors même que on n'a plus d'enfants, on a une langue française saccagée, etc. Non, regarde le trésor de notre langue, regarde le trésor d'une vie qui palpite, etc. Et donc voilà, ça peut paraître idéaliste, mais en fait, c'est pas idéaliste, c'est presque la question, voulons-nous vivre ? Et vivre, c'est forcément vivre l'aventure, et qui dit aventure dit advenu, ce qui advient, etc. L'événement. Est-ce que vous pensez, Martin Stephens, que votre réflexion, elle est proprement spirituelle ou elle peut être uniquement philosophique ? Est-ce que la philosophie peut se détacher de la vie spirituelle ? Alors, si on prend à l'origine, déjà Platon, il nous parle de l'imbien qui est au-delà de toute essence, dit-il, c'est-à-dire au-delà de tout ce qu'on en peut dire, c'est-à-dire, au fond, on peut faire des gestes, un peu comme on disait tout à l'heure, des gestes qui viennent épouser le rythme de la donation, mais on peut pas remonter. Donc, en fait, il s'agit plutôt d'élucider la manière dont la lumière qui nous vient de plus loin, qui est dans notre dos, éclaire toute chose. On peut au mieux ne pas faire obstruction à cette lumière-là. Donc la philosophie a un côté, si par spirituel il faut entendre l'esprit, le pneuma, c'est-à-dire le souffle, je pense qu'une vraie philosophie, c'est une philosophie qui a du souffle. Et d'ailleurs, les philosophes qui sont tout à l'heure on parlait de philosophie allemande, de la négation. Rationnelle et qui sont que dans le concept. Voilà, que dans le concept, ou Sartre, pour qui être libre, c'est nier le donner, c'est nier ce que j'ai reçu, nier celui que je suis, eh bien ces philosophies-là sont pour moi des philosophies assez vite essoufflées. À part non, qu'est-ce que tu dis ? Et au contraire, il y a des philosophes spirituels au sens où les voiles sont prêtes et puis il y a l'esprit qui se prend dedans et il y a des pensées, vraiment des philosophes, c'est des traversées qu'ils nous proposent. Merci Martin Stephens, c'est trop court, mais il faut lire Ce qui nous fait homme, ce qui nous fait humain. C'est édité aux éditions des Clés de Brouwer. Je vous remercie infiniment d'être venu de Strasbourg. Merci beaucoup à vous. Je vous attrape la prochaine fois dans ce canapé. J'aimerais bien que vous reveniez nous raconter la suite de votre réflexion intarissable. Merci Nguyen. Merci.